moins un utilisateur, au moins un Mac dans chaque groupe du CAC 40. C'est pas parce que vous êtes sur Mac que vous êtes exclu de ce type de menace. C'est finalement, je trouve, plus facile d'assurer de la sécurité sur Mac, mais il faut avoir les bons outils, il faut mettre en place les bonnes règles. J'ai jamais cru que Apple sciemment voulait que ces appareils tombent en panne pour forcer les clients à les renouveler. Le Mac dans les organisations est souvent un peu mal compris ou mal géré. Aujourd'hui, les infostealers sont une des menaces principales en fait qu'on voit un peu partout en termes de cybersécurité. Ça me paraît effectivement quelque chose qui a beaucoup de valeur au niveau sécurité. Si personne se met à jour, ça sert pas à grand chose. Et c'est pour ça que la sensibilisation est un sujet extrêmement important. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Risque Intel Media, aujourd'hui en partenariat avec Jamf. On va parler d'une thématique assez intéressante qui est celle des environnements Apple, de la cybermenace et plus particulièrement quelle stratégie de cybersécurité. Avec nous, on reçoit aujourd'hui 3 experts qui vont répondre à mes questions et j'espère pouvoir également répondre aux vôtres. Mais on va surtout leur donner la possibilité de se présenter dans un premier temps et je commence par toi Mathieu Cassel. Bonjour à tous, je suis Mathieu Castel, je suis responsable des ingénieurs systèmes chez Jamf pour la France et l'Europe du Sud, donc merci de m'accueillir également pour la 2e fois. Xavier Rotivel. Bonjour, je m'appelle Xavier Rotivel, je suis responsable de l'équipe IT et de pas mal de systèmes chez Conto. Et du coup, on est une banque en ligne pour les pros et on utilise principalement l'environnement Mac pour nos employés. Et Baptiste Robert. Bonjour à tous, donc je m'appelle Baptiste Robert, je suis hacker éthique et fondateur de la société Predictalab. On est des experts dans ce qu'on appelle l'OSINT, l'open source intelligence, le renseignement en source ouverte. Et donc notre métier, ça va être de trouver de l'information sur les gens et sur les sociétés. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer ma ligne de questions, je vais vous en poser une qui est très simple et que je pense que beaucoup de personnes se posent comme question. On me l'a d'ailleurs posée cet après-midi. On m'a demandé, est-ce qu'il est vrai que finalement on a beaucoup moins de vulnérabilité sur iOS par rapport à Android ? Juste oui ou non, avant de rentrer dans le détail, parce que de toute façon c'est le sujet de l'émission, est-ce que c'est vrai ce fantasme qu'on a des environnements Apple ? Je dirais plutôt oui. Ah, ok. Je suis plutôt oui, mais avec une petite nuance, dans le sens où il y a peut-être un respect de la vie privée qui est plus important. D'accord. Et toi, Baptiste ? Je vais me mettre en porte-à-faux. Moi, je dirais plutôt non, c'est que c'est à peu près pareil partout, plus que dans les deux situations, ça reste des systèmes qui comportent des failles. Et en fait, c'est qu'une question du nombre de personnes qui vont essayer de trouver des vulnérabilités dans ces différents systèmes. Donc, il n'y en a pas un qui est plus ou moins sécurisé que l'autre. C'est plus qu'il y en a un où il y a plus de gens qui vont chercher des vulnérabilités dedans. Si je peux juste rajouter un point. Dis-moi Mathieu. En fait, le fait qu'Apple maîtrise beaucoup son écosystème et notamment le hardware qu'ils produisent versus ce que tu parlais de Android. Android, il y a 15 versions de l'OS Android, il y a une énorme fragmentation et donc il y a aussi beaucoup plus de fabricants. Donc si la question c'est est-ce qu'il y en a plus sur Android ? Oui, de par cette fragmentation. Mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans mon Apple. Parfait, vous avez répondu à cette première question. Alors, je vais commencer avec un rapport, donc je partage d'ailleurs pour le public à l'écran. Donc, selon le dernier Mac Threat Report de Jamf, les infostealers sont devenus des menaces principales. Donc, sur le Mac, on est à 32% des organisations qui opèrent au moins un appareil critique non corrigé. Alors, comment vous interprétez, vous, ces chiffres-là ? Et surtout, elles disent quoi sur l'état réel de la menace dans les Macs en entreprise ? Je peux prendre ça. Déjà, pour commencer, et pour rappeler ce qu'est le Mac en entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui, Apple, si on prend le Mac, par rapport à tous les autres fabricants de PC, Lenovo, HP, Dell, etc., c'est le seul depuis presque 5 ans à chaque année avoir une croissance de vente de ces appareils macOS par rapport au PC, qui est plutôt un marché en déclin. D'accord. Ça s'est principalement vu lors du Covid où en fait il y a eu un gros pic de rafraîchissement de son appareil personnel et notamment plutôt en faveur d'Apple. Pour autant, effectivement, le Mac dans les organisations est souvent un peu mal compris ou mal géré. Si on met de côté des organisations qui sont très matures sur le sujet comme Conto, il nous en parlera probablement Xavier, mais une mécompréhension de cet outil
et donc amène à une moins bonne gestion, une moins bonne mise en œuvre de politiques de patching par rapport à d'autres plateformes. Et donc effectivement, ces chiffres-là sont pas faux, quoi. C'est la nuance qui m'intéresse, c'est que beaucoup d'entreprises ont du PC historiquement et savent très bien gérer la sécurité sur leur PC. Parfois, ils ont du Mac, c'est une corvée parce que il y a des équipes qui veulent absolument du Mac ou des dirigeants qui veulent absolument du Mac. Et c'est dommage parce que c'est finalement, je trouve, plus facile d'assurer la sécurité sur Mac, mais il faut avoir les bons outils, il faut mettre en place les bonnes règles. Et au final, en ayant une bonne hygiène, on arrive souvent à avoir de meilleurs résultats en faisant moins d'efforts quand on a tout un parc de Mac à gérer. Pour revenir sur les infostealers, pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent ce que c'est un infostealer déjà. Un infostealer, ça va être un type de malware qui va se compromettre un ordinateur ou un téléphone. Une fois qu'il a infecté un système, il va aller récupérer l'intégralité des mots de passe qui sont stockés dans les navigateurs Internet des personnes, des victimes. Il va récupérer les mots de passe enregistrés, mais il va également récupérer les cookies valides ainsi que les historiques de navigation et certains fichiers sur la machine. On voit dans ces chiffres qu'on a à peu près 30% de l'état de la menace sur Mac qui correspond à des infostealers. La réalité, c'est que ce soit sur Mac, sur Windows ou sur iOS ou sur Android ou sur macOS, les chiffres sont à peu près les mêmes. Aujourd'hui, les infostealers sont une des menaces principales en fait qu'on voit un peu partout en termes de cybersécurité, puisque on le voit dans les différents rapports. Aujourd'hui, les attaquants ne font plus vraiment de brute force, ils vont plus essayer de casser des sessions, ils vont juste utiliser des identifiants valides qu'ils ont volés au préalable. Et donc ces chiffres, ils sont importants pour les infostealers, mais ils s'expliquent, c'est que globalement, qu'on parle de Mac ou d'autres choses, les infostealers sont aujourd'hui une menace conséquente et qu'il faut prendre en considération, c'est important de le dire parce qu'on n'en parle pas encore assez et c'est pas parce que vous êtes sur Mac que vous êtes exclu de ce type de menace. Effectivement, comme le reste, les Mac sont aussi touchés par ce phénomène-là et il faut avoir une solution de monitoring, c'est-à-dire un système qui vous permet de savoir si vos employés, si vos collaborateurs ont été compromis, si des devices de chez vous ont été compromis par des infostealers. Est-ce que tu as des bonnes pratiques que tu conseilles pour éviter justement de subir des infostealers ? Alors, il y a deux sujets principaux qui vont être... déjà, il y a des solutions qui existent. C'est-à-dire que les infostealers, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a tout un écosystème de cybercriminels qui vont revendre ce qu'on appelle des logs d'infostealers ou qui vont les mettre à disposition gratuitement sur des places de marché ou sur des messageries. Il y a des vendeurs, des sociétés de cybersécurité qui ont récupéré ces logs, qu'on en fait un système dans lequel on peut chercher littéralement son nom de domaine. Dans ma société, on en a fait un. C'est pour ça que je connaissais bien le sujet. Donc, le premier sujet, c'est utiliser une solution qui vous permet de savoir si vous êtes dans ces logs-là. Et après, le deuxième sujet, qui est un sujet plus global à la cybersécurité, c'est toujours de sensibiliser les collaborateurs. Et sensibiliser, faire de la pédagogie, on dit, c'est l'art de la répétition. Tous les 3 mois, on oublie ce qu'on nous a raconté parce qu'on est tous un peu feignants. Et donc, l'idée, c'est de répéter, de sensibiliser et de faire comprendre aux gens, déjà d'expliquer ce que c'est un infostealer, d'expliquer les conséquences et d'expliquer pourquoi c'est dangereux et qu'ils fassent attention. Donc si je comprends bien, que je résume un petit peu ce qu'on vient de se dire, initialement et historiquement, dans les entreprises, on utilisait d'abord des PC, donc on est beaucoup plus aguerri à comment protéger ces environnements. On a vu apparaître ces dernières années une explosion de l'utilisation de Apple dans les environnements de travail, et donc là, il y a aussi finalement une sensibilisation à avoir par rapport à ces environnements-là, puisque finalement, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Et ce que tu disais, toi, Baptiste, c'est que par rapport aux infostealers, au final, ça touche tous les environnements, et donc finalement, que Mac se retrouve un petit peu dans cette situation, c'est pas étonnant. Non. Voilà. Alors, justement, pour revenir un petit peu sur les appareils Apple, bon, quand on pense à Apple, c'est un coût, donc c'est souvent utilisé notamment par des dirigeants, des politiques, économiques, des personnes à grosse responsabilité, donc qui sont d'ailleurs eux-mêmes régulièrement des cibles de manœuvres de cyberespionnage, de déstabilisation et de façon assez sophistiquée. Donc là, je partage à l'écran justement le projet Pegasus, on en a beaucoup entendu parler, on en parlait tout à l'heure, Baptiste, donc qui permettait via des attaques zero day de récupérer un certain nombre d'informations. Comment on peut faire face à ce type justement d'attaques et est-ce que finalement avoir un Apple ne fait pas de nous une cible privilégiée dans ce cadre-là? On en avait parlé précédemment quand on avait fait l'angle d'attaque Tout à fait. ensemble. Les dirigeants
les VIP en entreprise, donc les membres de comité exécutif, mais également des personnalités d'ordre public, politique, ONG, des avocats également, sont la cible de ce type d'attaque extrêmement sophistiquée. Elles existent. Ça ne veut pas dire que c'est une menace généralisée. C'est-à-dire que demain, vous n'allez pas forcément être la cible. Monsieur, madame, tout le monde n'est pas forcément la cible de ce type d'attaque. Pour autant, ce type d'attaque, donc des gouvernements mercenaires qui font appel à des éditeurs qui développent ce type de solution, donc NSO en fait partie, Blue North, Predator et d'autres, sont des développeurs de ce type de solution, et vont ensuite les déployer sur des cibles particulières, généralement pour le compte d'États mercenaires, et ça a un coût extrêmement important pour cibler un utilisateur. Parce que ces entreprises gardent jalousement ces fameuses zero day qui sont évoquées dans la question. Et donc au final, c'est assez compliqué de s'en prémunir parce que des zero day, ils en ont de nombreuses, Alors quelle que soit redéfinir le zero day, ça Oui. peut être intéressant. Donc le zero day, c'est une faille de sécurité qui n'a pas encore été corrigée par le fabricant ou le développeur. Et donc cette faille de sécurité, donc elle est commercialisée, et donc l'attaque utilise cette faille de sécurité. Donc c'est un peu un jeu du chat et de la souris entre le développeur, enfin le développeur de la solution qu'on cherche à protéger, et l'attaquant. Donc aujourd'hui, s'en prémunir, c'est quelque chose de compliqué, surtout quand on parle d'iOS. Et donc là, en l'occurrence, donc nous, notre approche, c'est de dire plutôt d'aller regarder dans les approches mobile forensic, donc de la recherche d'informations dans les journaux du téléphone, pour aller chercher des signaux faibles ou des exploitations d'une menace. Donc Jamf Mobile Forensic est notre réponse qui est utilisée par, voilà, on voit ici Le Monde. Le Monde fait partie des références publiques qui utilisent cette solution pour protéger ses journalistes, par exemple, et donc détecter des failles sur les appareils. Et malheureusement, ça s'est produit de nombreuses fois en 2025. Et pour toi, c'est quoi un signal faible? Comment vous l'identifiez? Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille? Alors, il y en a vraiment des dizaines. On peut par exemple penser à des redémarrages soudains du téléphone, au fait que l'appareil, bizarrement, ne se mette plus à jour, ou au contraire qu'il ne redémarre plus, ou qu'il y ait des... Voilà. Généralement, c'est extrêmement discret, mais il peut y avoir des petits signaux qui font que l'utilisateur se dise « Tiens, mon téléphone ne se comporte pas comme d'habitude ». Ou pas. C'est-à-dire que dans certains cas, l'utilisateur ne s'en rend même pas compte. Donc, on a des clients, comme par exemple des clients du secteur public. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'échantillonnage. C'est-à-dire que régulièrement, ils vont aller voir des dirigeants, des personnalités publiques, et ils vont dire, bah, voilà, je vais scanner votre téléphone, vous passez, ou alors, dès que vous arrivez au bureau, ils mettent en place une sorte de portail de sécurité virtuel. Ils scannent leur terminal en utilisant Jamf Mobile Forensic, et ensuite, on peut avoir ensuite un état de la compromission ou non du terminal. Alors moi j'ai une question, parce qu'on entend un peu de tout et de n'importe quoi, surtout autour de ces questions. Comment savoir si quelque chose est installé sur le téléphone? Et l'un des deux indicateurs qui ressort souvent, c'est une batterie une batterie qui baisse très très vite, ou même un téléphone qui surchauffe pour rien. Est-ce que c'est vraiment des vrais indicateurs qui devraient un peu faire tiquer l'utilisateur? Il peut y avoir d'autres raisons pour les surchauffes. Après, des téléphones qui se remplissent vite aussi, ou qui perdent l'espace stockage de manière anormale, ça peut être une piste aussi. Ouais. La vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de signe, en fait. Et le fait d'une batterie qui chauffe, le fait de... Tout ça peut avoir plein de raisons. Je pense qu'il faut réexpliquer comment fonctionne ce type de spyware. On va parler de spyware, de logiciel espion. On a parlé de NSO Group, qui est une boîte israélienne. Tu as évoqué Predator, qui est le logiciel espion de la société Intellexa. Ces sociétés-là, c'est effectivement des sociétés privées qui font commerce de logiciels espions. Ces logiciels espions, pour venir infecter les téléphones des cibles, des victimes, elles vont utiliser ce qu'on appelle des vulnérabilités, qui vont être des zero day, c'est-à-dire, comme on l'a dit, des failles qu'on n'a jamais vues, qui n'ont pas été patchées. Ces failles, elles sont soit zéro clic, soit one click. C'est-à-dire que pour infecter le device, soit ça va être une infection one click, c'est-à-dire que l'utilisateur va devoir cliquer sur un lien, il y a une interaction, l'utilisateur va devoir
avoir une interaction, ou alors il n'y a aucune interaction. C'est-à-dire que j'ai décidé de t'infecter, j'envoie la charge utile et tu es infecté, il n'y a aucune interaction. Une fois qu'on a dit ça, c'est les appareils Apple, il est vrai, historiquement, sont très utilisés par des gens qui ont des responsabilités. Et c'est pour ça qu'il y a eu un énorme, historiquement parlant, si on regarde 10 ans en arrière, il y a eu un focus énorme des chercheurs en cybersécurité, de cette industrie globalement, pour aller chercher des failles de sécurité, pour aller chercher ces fameuses zero day. Ces fameuses zero day, elles valent extrêmement cher. On parle parfois sur certains acheteurs de ces failles, parce qu'il y a toute une industrie de 2, 3, 4, 5, 20 parfois millions de dollars pour acheter ces failles. C'est pas une faille, ça va être en fait une chaîne de failles. Et là-dedans, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que, et c'est ce que tu as très bien dit, vous n'êtes pas intéressant. Vous n'êtes pas intéressant, vous n'êtes pas une victime intéressante. Et le fait d'essayer de vous infecter, il y a un risque. Il y a un risque de perdre une chaîne d'exploits qui a coûté 5 millions de dollars. Et c'est pour ça que quand ils vont infecter quelqu'un de pertinent, d'intéressant, il faut qu'il y ait un but derrière. Soit rentable. Et que s'il soit démasqué, ça vaut le coup quand même. Ouais. Exactement, et sur toutes les traces en fait laissées sur le téléphone, donc sur effectivement ce que le côté forensique pour aller chercher ces petits états, en fait, il y a littéralement ces logiciels espions sont designés pour laisser extrêmement peu de traces, pour justement dès qu'il y a la moindre suspicion. Et en règle générale, si on rentre un peu plus dans la technique, c'est l'infection se passe en 3 étages. Le 3e étage est dédié littéralement à regarder si l'utilisateur va brancher un câble en mode debug, s'il va faire des opérations un peu différentes d'un utilisateur normal. Et si c'est détecté, alors il va, entre guillemets, s'autodétruire et s'enlever du téléphone tout seul. Je voulais juste rebondir sur le coût de ces zero day. En fait, il y a quelques années, Apple n'était pas, on va dire, très regardant par rapport, ou en tout cas très reconnaissant vis-à-vis des chercheurs qui allaient chercher ces fameux zero day. Ils ont ensuite mis en place un système de récompense, un bounty, et en fait, ce système de récompense maintenant est à 2 millions de dollars pour la faille la plus élevée, ce qui est quand même reste assez bas par rapport à d'autres bug bounty qu'on a sur la cyber de manière générale, et se focalise pour autant sur des failles que tu as évoquées, donc celles qui impliquent du zéro clic, donc aucune interaction d'utilisateur, et qui se focalise spécifiquement sur les fonctionnalités liées à Apple Intelligence, qui est leur intelligence artificielle intégrée dans tous les produits Apple. Donc en fait, Apple reconnaît de plus en plus l'existence de ces failles zero day et récompense de plus en plus les chercheurs, même si ça reste encore assez timide. Ils sont notoirement pas très bons sur le sujet. Effectivement, mais ça va dans le bon sens. Leur programme de bug bounty, il est pourri, et on a même vu des chercheurs qui ont divulgué des failles de sécurité, faute de réponse de la part d'Apple. On a eu des payouts, notamment, il y a l'équipe, Google a une équipe qui s'appelle le projet Zéro, avec des chercheurs qui sont vraiment le haut du panier, et ces gens-là ont trouvé des failles de sécurité, des choses extrêmement pointues. Apple n'a jamais osé répondre, et ils ont fini par divulguer les failles de sécurité. Apple, globalement, a une très mauvaise politique à ce niveau-là, et c'est mieux qu'avant, mais il y a encore du boulot. Et ils sont sélectifs vis-à-vis des fonctionnalités qui les intéressent sur les bug bounty, en plus. Et donc, du coup, pour revenir un petit peu à la solution dont tu me parlais, Mathieu, donc la solution de Jamf. Donc, tu disais qu'ils scannent le téléphone pour savoir s'il y a quelque chose sur le téléphone. Donc, est-ce que c'est spécifique à des personnalités dans une entreprise? Donc, vous savez que c'est, par exemple, un membre de Comex, un peu les personnalités dont on parlait qui sont des cibles de choix. Et c'est quelque chose qui se fait tous les jours? Ils arrivent au travail, on le scanne, ou c'est quelque chose que vous recommandez tous les mois? Enfin, comment ça se passe? Alors, on a 2 moyens de scanner le terminal. Donc, on a une application Jamf Mobile Forensic qui tourne sur le téléphone et qui scanne en permanence le téléphone, enfin, en tout cas sur une périodicité régulière, pour éviter de trop gréver les performances et la batterie du téléphone. Et par ailleurs, on a effectivement ce qu'on appelle du scan profond. Donc là, on a besoin d'avoir un câble, un petit peu comme si on faisait une sauvegarde sur iTunes. Donc on a besoin d'avoir un câble vers un ordinateur, PC ou Mac, pour pouvoir récolter l'ensemble des logs, également les diagnostics système qui contiennent des informations que l'on va ensuite matcher par rapport à notre propre base de données,
Jamf est membre également de la communauté Objective-C, donc qui a été fondée par Patrick Wardle, l'un aujourd'hui des chercheurs en sécurité les plus reconnus, anciennement chercheur à la NSA, qui est aussi un membre fondateur de Jamf Protect, qui est une solution d'EDR de Jamf. Et donc, on met vraiment à disposition de nos clients toute cette threat intelligence, cette intelligence de menace dans notre base de menaces mobiles. D'ailleurs, pour revenir sur le sujet introductif, on permet aussi de scanner des terminaux Android. Aujourd'hui, le ratio entre les failles zero day qui sont connues sur Android et celles sur Apple, c'est côté Apple de 1 à x2 côté Android. Donc il y a plus de 0 x2, day. quasiment x2 sur Android aujourd'hui dans notre base que par rapport à Apple. Donc si je comprends bien, il y a plus de 0 day quand même sur les Android que sur Apple, c'est ça? Que l'on connaît, Ok. nous, en tout cas. Qui sont connus. Okay. Est-ce que toi, c'est ce que tu constates aussi sur l'écosystème? Moi, j'ai plus de mal avec ces stats parce que ça veut tout et rien dire. On l'a dit, on est en train de comparer des pommes et des bananes. Globalement, des petits robots. Globalement, l'écosystème Android est extrêmement fragmenté avec beaucoup de versions. On est sur un écosystème qui est très différent. Faire un téléphone Android est très différent de faire un iPhone, globalement. Ce qui est sûr, c'est que Google a pris, on parlait du bug bounty d'Apple tout à l'heure, Google a pris la mesure du problème bien avant Apple. Et aujourd'hui, ils ont un cycle de patching qui est beaucoup plus rapide sur la version officielle d'Android. Donc, si vous avez un téléphone, un Pixel, qui sont les téléphones les plus vanilla, comme on dit, avec la version la plus pure, vous allez avoir un téléphone, et si vous le mettez à jour, évidemment, vous allez avoir un téléphone qui va avoir assez peu de failles de sécurité, globalement. C'est pas la réalité des entreprises. Désolé, je rebondis, mais oui, bien sûr. C'est pas la réalité des entreprises. La réalité des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, moi, 95%, voire plus des entreprises que je vois, ils achètent des parcs chez Samsung, ils n'achètent jamais des téléphones chez Google. Alors pour le grand public, oui, ça résonne de se dire je veux prendre un Pixel, mais la réalité, c'est qu'ils vont tous avoir l'OS, entre guillemets, la surcouche de Samsung, et c'est là où en fait réside le problème, surtout en entreprise. Pourquoi ? Sur la partie faille de sécurité. Pas réellement, parce que en fait sur la partie la surcouche donc il y a des surcouches constructeurs dans le monde Apple. Cette surcouche en Samsung également a rajouté des couches de sécurité avec notamment les conteneurs Knox et tout le reste. Et en règle générale, les correctifs de sécurité vont être poussés de la même manière, vont être portés en fonction des versions. Donc si on a des grosses marques telles que Samsung, j'ai envie de dire, alors c'est certes pas un Pixel, mais les correctifs de sécurité arrivent assez rapidement. Si vous avez un téléphone avec Android avec une marque un peu plus exotique, là c'est sûr que vous n'allez pas avoir le correctif, ou en tout cas bien après. Mais sur des grosses marques, normalement ça va assez vite. Donc la surcouche, elle apporte pas forcément plus de potentiel de vulnérabilité. Si, ça reste de la cyber. Donc plus vous avez d'applicatifs, plus vous avez de fonctionnalités, plus votre surface d'attaque va grossir. Mais globalement, sur des gros du secteur, ils ont quand même pensé à la faire, et on n'est pas sur des nouvelles technos, c'est-à-dire que Samsung, les conteneurs, etc., le Google Workspace, etc. Enfin, c'est des choses qui sont assez bien utilisées depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose, mais c'est quand même assez utilisé, quoi. Et surtout si on rajoute par-dessus ça le déploiement massif, on va dire en tout cas l'usage massif du Bring Your Own Device, donc j'amène mon propre téléphone Android dans l'entreprise, ou mon propre téléphone Apple. Du coup, on rajoute encore de la complexité sur ce que l'on contrôle sur ces terminaux. Là, c'est la responsabilité du responsable IT de dire qu'est-ce que je laisse accéder quand quelqu'un vient avec un téléphone et comment on fait personnel. Comment on fait pour pouvoir savoir qu'est-ce que fait les collaborateurs et comment ils contournent, hein? Nous, on essaie de faire les choses le plus simplement et le plus efficacement, et d'être toujours très en avance du coup sur les mises à jour et les versions qu'on veut que les employés utilisent sur leur appareil. Si quelqu'un utilise un appareil personnel, forcément les données auxquelles il accédera seront limitées. On imposera des règles de sécurité aussi quand il se connectera à des ressources entreprises. Tu parlais des dirigeants ou des personnes sensibles. C'est vrai qu'on a une manière de faire la sécurité qui est un peu différente, parce qu'elle se fait beaucoup en amont, et on considère que ce qui est vital chez nous, c'est l'argent et les données de nos clients. Oui. Après, tout ce qui est autour, il y a un peu de secret de fabrication, mais on collabore tous, on travaille, il n'y a pas quelque chose de secret. Donc, ce qui est très important de sécuriser, c'est
donc l'argent et les données de nos clients. Et tout ça, c'est des systèmes qui sont suffisamment protégés pour que un dirigeant, même si son device est compromis, il a de toute façon peut-être pas forcément accès à la fiche d'un client ou la possibilité de faire des virements à la place d'un client depuis son appareil, quoi qu'il arrive. Okay. C'est pas quelque chose qui est chez nous. Et j'ai une question pour toi, du coup, si vous avez quelqu'un de chez vous qui arrive avec son propre device et qui n'est pas à jour et qui tente d'accéder à des ressources métiers, est-ce que c'est des choses que vous êtes capable de détecter? Et si oui, est-ce que vous avez une action qui consiste, qui peut être aller voir la personne et lui dire bah, en fait ton téléphone n'est pas à jour? On fait plus simple que ça, on utilise Google Workspace et il y a des règles de gestion qui disent que si vraiment ça va pas, tu peux pas accéder à tes données. Et puis dans ce cas-là, on conseille de mettre à jour. Mais on réalise aussi que quelqu'un qui va se connecter va utiliser son mail et sa messagerie. Il n'y aura pas d'accès à des données absolument confidentielles ou qui vont être compromises parce que son appareil n'est pas à jour. En revanche, les appareils de l'entreprise qu'on fournit à nos employés pour travailler, on a une politique qui est très rigoureuse sur les mises à jour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une vulnérabilité détectée et corrigée, on se donne, nous, 24 heures pour mettre en place des correctifs. Et on a de la chance chez Apple, c'est un peu plus instantané. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on applique des correctifs, ça passe à partir du moment où l'appareil est connecté, ça passe dans les 2 jours, quoi. Parce qu'il faut le rappeler, vous avez un environnement Apple. Voilà, un environnement Apple. Voilà. Quand Apple sort une mise à jour de macOS parce que ça corrige des vulnérabilités sévères, dans la journée, on force les devices à être mis à jour. Et en général, dans les 24-48 heures, la majorité du parc est à jour. Et on s'impose aussi de pas laisser nos employés avoir des systèmes plus vieux que celui de l'année en cours ou celui de l'année d'avant. Donc vous les changez régulièrement? Non, par rapport à l'OS, je veux dire, par rapport à la version de l'OS. Donc on n'a aucun appareil qui est chez nous qui a un OS qui est plus vieux de 2 ans. Et parce qu'on sait que Apple fait des mises à jour régulières sur l'OS en cours et celui de l'année précédente. Vous payez les iPhones du coup? Vous payez les iPhones du coup? On a très peu d'iPhone chez nous. C'est pour savoir si je candidate. Non, on a très peu d'iPhone. On a très peu d'iPhone chez nous. C'est vrai que notre parc, c'est pratiquement que du Mac. Ouais. Et on a beaucoup de logiciels de VoIP ou autres pour les communications avec le support client et ça simplifie beaucoup de choses. Et Apple a également, tu parlais du patching d'Apple, ils ont également un système qui a quelques années, qui viennent de moderniser là tout récemment, début 2026, qui anciennement s'appelait les réponses de sécurité rapide, qui permet en fait d'avoir des mises à jour extrêmement légères entre 2 mises à jour plus mineures ou mineures majeures, on va dire les points, par exemple 26.1, 26.2, 26.3 là qui devrait sortir fin janvier 2026. Et donc Apple permet de patcher presque à chaud son OS. Et ils ont aussi leur propre mécanisme de détection de malware qui s'appelle Xprotect et MRT, qui sont inclus dans l'OS, même si ça se voit pas. Comme on pourrait le voir sur Microsoft avec Windows Defender par exemple, ça fait quand même partie des composants du système d'exploitation qui sont exploités et activés pratiquement par défaut dans toutes les entreprises. Nous, on empêche nos employés de toucher à l'intégrité du système. Okay. Si un employé s'amuse pour installer des choses un peu particulières, à désactiver l'intégrité du système, on a des alertes tout de suite et même son appareil est verrouillé. Okay. Et jusqu'à ce qu'il nous demande ce qui se passe, et là on lui explique qu'il a peut-être pas fait exprès ou qu'il a pas fait volontairement quelque chose de non conforme, mais voilà, on rétablit et après il peut continuer à travailler. Alors justement, c'est vrai que quand on parle des appareils Apple, c'est souvent associé à du B2C, voire c'est associé à des startups. Donc en général, dans les startups, on aime bien les Mac. Mais finalement, je comprends que c'est en train d'être de plus en plus présent dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette montée en puissance, le constat que vous avez dans le je veux dire, côté professionnel? Je peux répondre là-dessus. Effectivement, nous, Conto a commencé comme une startup. Après, très rapidement, on était en forte croissance et on est passé, on a doublé nos effectifs tous les ans depuis 4 ans. Donc, on est une entreprise qui marche bien et on a remis en question le fait de se dire est-ce qu'on continue d'avoir du Mac, et ça avait beaucoup de sens parce qu'on sait faire, on sait le maintenir, on sait le sécuriser. Et pour nous, c'est une solution qui est on va dire facile à administrer, facile à gérer. Et souvent on dit que le Mac est plus cher que le PC, mais quand on considère le prix de 2 appareils, on considère pas derrière tout le travail qu'il y a pour le manager, le sécuriser, la durée de vie des appareils. Et en fait, souvent, il y a des tableaux qui existent, faire du ROI, voir à partir de combien d'années l'un est plus intéressant que l'autre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avoir du Mac, c'était plus intéressant, même financièrement. Sur le long terme. Ouais, ça veut dire que mon équipe qui fait du support informatique pour tous les employés de Conto, on gère 1800 devices. J'ai
tous les jours 2 personnes qui font du support et qui font la rodation. Et pour tout ce qui est la partie management et sécurité, on est 3. Et on arrive très bien à gérer tout ça parce que c'est simplifié par tout le framework d'Apple, tout le système MDM. Et donc, on regarde de temps en temps, est-ce qu'avoir du PC, ça aurait du sens? On n'est pas contre le PC, on aime les deux, mais dans notre environnement, ça voudrait dire que l'équipe devrait grandir, qu'on devrait avoir des experts aussi qui font la gestion de Windows, tout ce qui est aussi déploiement aussi qui devrait changer chez nous. Ça va à bout de sens. Alors, je rebondis puisqu'on en parle, Xavier. Donc, tu l'as dit, c'est Conto. Conto, c'est le secteur bancaire. C'est lourdement réglementé. Comment aujourd'hui on arrive à concilier cette réglementation qui est très, très stricte avec justement l'utilisation d'Apple? Il y a beaucoup d'outils qui sont là pour nous aider à le faire. En fait, depuis très longtemps, tous nos appareils sont compatibles CIS2. On fait de la conformité depuis Jamf. Maintenant, elle s'est intégrée dedans, mais on le faisait déjà avant avec des espèces de scénarios et des packages qu'on peut envoyer pour faire en sorte que nos appareils soient conformes aux normes de compliance. Et maintenant, c'est intégré dans Jamf, donc il y a même on choisit les règles qu'on va appliquer, on appuie, et puis après on fait des tests, on voit ce que ça peut apporter comme changement dans l'expérience de nos utilisateurs. Et en général, c'est pas non plus, c'est des choses que la majorité des gens font déjà de manière naturelle. Et donc, la dernière fois qu'on a appliqué de manière assez rigoureuse pour maintenir nos certifications, ça nous a pris une semaine pour le tester, le mettre en place, et c'est intégré. Donc, on est certifié. Enfin, on est ISO, on a toutes ces certifications-là, PCI DSS aussi pour nos infrastructures, et je pense que ça nécessite de bien connaître les outils parce que faut pas faire n'importe quoi. Et le principal, c'est quand après, si on a des audits, de montrer ce qu'on fait, de montrer qu'on est réactif, et que ce qu'on fait est aussi sécurisé que ce qu'on ferait avec du PC. Et comment aujourd'hui on arrive à justifier le choix d'Apple dans des environnements mixtes, alors Microsoft, Linux, Android? Je crois que c'est un peu pour toi, mais le choix, c'est important aussi pour le recrutement. Il y a des entreprises qui... Il y a des gens qui veulent venir que parce que... Ouais. C'est vrai, ce que tu disais. Non, c'est vrai, franchement, vrai. j'ai Ça une existe. histoire. Ouais. J'ai une histoire que je peux raconter. Donc, c'était un grand groupe de luxe, on va dire. Disons que c'est une marque premium. Ok. Et donc, je rencontre le DSI et il me dit, je viens vous voir parce qu'en fait, la semaine dernière, en fait, j'ai j'ai la RH qui est venue me voir parce qu'un collaborateur qu'il cherchait à recruter depuis très longtemps, qui a accepté un job, était furieux parce qu'on lui donnait un PC Windows. Et donc moi, en catimini, j'ai dû aller à la Fnac et lui acheter un Mac. Et ensuite, je ne sais pas comment le gérer, je ne sais pas comment l'intégrer, je ne sais pas comment le sécuriser. Et donc, je viens vous voir. Et en fait, des histoires comme ça, on en voit de plus en plus. Okay. En fait, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, Apple est de plus en plus présent dans les environnements professionnels. Et j'ai même un scoop, il est présent aujourd'hui dans pratiquement 100% des grands groupes du CAC 40, si ce n'est 100%. Il y a au moins un utilisateur, au moins un Mac dans chaque groupe du CAC 40. Nous, Jamf, on gère des parcs de centaines, voire de milliers d'appareils dans ces groupes-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des groupes, on a la moitié du CAC 40 qui utilisent les solutions de gestion et de sécurisation de Jamf. Donc ça signifie qu'il y a un vrai push vis-à-vis des solutions d'Apple. Et puis la deuxième raison, qui fait qu'effectivement on laisse le choix entre un utilisateur, entre Windows. Bon, Linux, c'est un petit peu plus rare, c'est pour des cas spécifiques de développeurs ou de data scientists, par exemple, et Apple, c'est tout simplement pour mettre en place ce qu'on appelle des programmes de choix. Le plus célèbre d'entre eux, c'est IBM, en 2015, qui ont ouvert un programme de choix entre PC et Mac. On parle quand même d'IBM, c'est un peu le pionnier du monde PC. Et à partir du moment où ils ont ouvert ce programme de choix, 75% des employés IBM ont choisi de migrer sur un Mac l'année qui a suivi l'ouverture de ce programme de choix. Donc ça montre également que il y a une cohabitation qui existe. Et le troisième point qu'on a tendance à sous-évaluer, mais qui est de plus en plus un choix important des DSI sur l'écosystème Apple et notamment de l'iPhone ou du Mac, c'est l'empreinte écologique qu'ont ces types d'appareils. Apple met beaucoup en avant le fait qu'il vise la neutralité carbone d'ici à 2030. Et par ailleurs, les MacBooks sont aujourd'hui en aluminium recyclé à 99%. Donc aujourd'hui, ils sont très en avance par rapport
à leurs concurrents. Alors c'est un peu comme on dit du greenwashing, c'est-à-dire que ça reste de la communication, mais Apple fait certifier ses efforts environnementaux, planter des forêts, etc., pour avoir un bilan carbone négatif et faire en sorte qu'ils atteignent la neutralité carbone. Et ça parle à des départements RSE, ça parle à des DSI, donc on sort un peu du secteur de l'informatique. Alors, j'ai envie de passer sur un sujet qui fait débat. Et moi, je vais vous raconter ma propre expérience du coup. J'ai fait une interview il y a de cela 3 ans où je donnais des bonnes pratiques en cybersécurité. Et parmi les bonnes pratiques que je donnais, je pense que personne ne sera surpris autour de cette table, on le dit depuis le départ, c'est les mises à jour. Et donc cette vidéo est sortie sur TikTok, donc très grand public, qui a fait 2 millions de vues, cela dit. Mais j'ai été très surprise par les commentaires en fait. Énormément de commentaires de personnes qui ne voulaient pas mettre à jour leurs appareils parce qu'ils estimaient que quand on mettait à jour son iPhone, ça ralentissait le système. Et il y avait des suspicions d'obsolescence programmée. Voilà. Et en fait, j'ai été surprise par le nombre de personnes. Vraiment, on était sur 70% des commentaires. Il y avait des milliers de commentaires qui le mettaient en avant. Donc moi, j'avais une question pour vous. Comment on fait ? Déjà, est-ce que c'est vrai ? Ça, c'est la première question. Est-ce que vraiment ça ralentit ? Est-ce qu'on a de la création d'obsolescence derrière ? Et comment on fait finalement pour concilier sécurité avec parfois en fait des images préconçues qu'on peut avoir de ce genre de système. Moi j'ai 2 pistes juste rapidement. J'ai fait du support chez Apple, j'ai travaillé chez Apple, j'ai fait du support technique et quand on voit que déjà Apple faisait essayer de faire des appareils fiables et que ça arrive toujours quand des appareils qui sont qui posent problème, qui ont des pannes, qui sont endommagés. J'ai jamais cru que Apple sciemment voulait que ces appareils tombent en panne pour forcer les employés les clients à les renouveler. C'est inimaginable quand on voit que la difficulté déjà d'assurer un bon service quand on vend des millions et des millions d'iPhone. Et j'ai un autre exemple pour le ralentissement des Mac. On a chez Conto probablement plus d'une centaine de développeurs qui utilisent des MacBook Pro M1 de 2020 avec 32 Go de RAM, mais qui aucun problème pour faire leur boulot de développement, faire leur boulot au quotidien, et qui disent pas... C'est des belles machines, 32 gigas, on va pas se le cacher. Oui, mais voilà, c'est des machines qui ont 4 ans maintenant. Oui. Si on avait dû acheter du PC, je me dis parfois qu'on aurait été obligé de le changer plus régulièrement, mais avoir une machine qui dure 4 ou 5 ans et qui en plus permet de travailler malgré les mises à jour au bout de 4 ou 5 ans, de faire son travail de développeur aussi bien, je me dis qu'il y a peut-être des petits ralentissements, mais Apple, ils n'ont pas non plus intérêt à faire en sorte que la mise à jour... Ça existe dans le passé, clairement, je pense. Il y a eu quelques... Après 10.6.8, on parle de vieux systèmes où il y a des systèmes qui marchaient extrêmement bien et en ajoutant des fonctionnalités, ils ont ralenti un petit peu à certains moments les ordinateurs. Mais une des préoccupations d'Apple maintenant, c'est effectivement de forcer les gens, d'encourager les gens à mettre à jour et pas de bloquer leur machine en les ralentissant. En fait, tu as touché à un sujet qui est extrêmement important, qui est les idées préconçues en cybersécurité. Notre métier, la cybersécurité, l'objectif, c'est d'assurer la sécurité du système d'information. Le système d'information, il est utilisé par des utilisateurs. Et moi, je dis souvent, la cyber, c'est de l'argent, parce que sans argent, on ne fait pas grand-chose. Globalement, ça vaut pour tous les secteurs, mais particulièrement pour la cyber. Et c'est de la conduite du changement. C'est de la conduite du changement, ça veut dire qu'il faut amener les utilisateurs à aussi utiliser le système d'information, la technologie qu'on leur met à disposition de manière sécurisée. Et effectivement, si quelqu'un veut pas se mettre à jour, on peut avoir les techniciens les plus performants, faire les mises à jour le plus régulièrement possible. Si personne se met à jour, ça sert pas à grand chose. Et c'est pour ça que la sensibilisation est un sujet extrêmement important. C'est pour ça que ce type d'émission est importante aussi pour prêcher, entre guillemets, la bonne parole. Et c'est extrêmement important de lutter contre ça. Et ce sentiment-là, qui est un peu le même sentiment que, tiens, j'ai discuté avec ma voisine, j'ai discuté avec mon mari d'un sujet, et le téléphone, il m'a proposé une pub, c'est qu'il m'écoute. C'est le même type d'idée préconçue, qui est fausse également, mais c'est que ça part d'un ressenti. Ça part d'un ressenti, tout s'explique techniquement, mais c'est une explication qui est compliquée, parce que la vraie explication du ralentissement, elle est que les développeurs qui vont développer le système d'exploitation, quel qu'il soit, macOS ou un autre d'ailleurs, ils vont le faire pour les dernières machines.
pour les machines, avec la dernière puce, avec le dernier hardware, le dernier matériel. Et vous qui avez un ordinateur d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus, en fait, ils s'en sont pas vraiment occupés puisqu'ils s'occupent de la dernière version. Donc, ils vont faire de la portabilité, mais dans une certaine mesure. Et à un moment donné, au bout, alors chez Apple, je sais plus combien de temps c'est, mais au bout d'un moment, ils vont dire non, mais on bloque parce qu'en fait, ça nous coûte trop cher de supporter les quelques personnes qui sont sur la vieille version. C'est 7 ans à peu près. Voilà, 7 ans. Et donc, globalement, c'est le sujet. Je crois que sur Android, ça doit être 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. Donc, les cycles sont de plus en plus courts parce qu'effectivement, c'est de plus en plus fragmenté. Et de fait, ça coûte de l'argent purement et simplement de prendre tous les changements, de les mettre sur la vieille version. C'est long, c'est pénible, personne n'aime ça. Et du coup, on se dit, lui qui est sur la vieille version, il a qu'à acheter un nouvel ordi, un nouveau téléphone, un nouveau truc. Sur Mac, le problème, c'est presque l'inverse. En fait, c'est que les appareils, ils durent tellement longtemps. Je vais parler de ma vie perso, mais mon père utilise un vieux iMac de 2010 qui marche encore. Bon, qui est plus patché depuis High Sierra, donc je pense que ça fait 4-5 ans qu'il est plus patché. Et en fait, ça continue de fonctionner. Le problème, c'est que pour du grand public, ça va encore. Mais le problème, c'est que dans les entreprises, allez voir, il y a des cabinets de médecins, d'avocats, etc. Ils ont des vieux Mac qui ont 15 ans ou plus. Et en fait, ils se disent, tant que ça marche, je le change pas. Sauf que en fait, ils sont vulnérables. Et je suis totalement d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est au bout d'un moment, c'est plus patché, et donc il faut renouveler son appareil. Moi, j'avais fait un peu inverse, c'est que quand les mises à jour sont annoncées chez Apple, ils font une phase de bêta, ils annoncent un nouveau système, il y a une phase de bêta. On a toujours une trentaine d'employés qui disent « je vais installer la bêta, je vais installer la bêta, je vais installer la bêta », pour avoir les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont vues dans les keynotes ou pour tester même tout leur framework, leur environnement de travail. Et on essaie de faire ce travail-là, d'anticiper le plus possible. Et le jour où un nouvel OS sort, on a fait tous les tests nécessaires pour que tout le monde puisse en mettre à jour sans qu'il y ait de risque. Mais on a beaucoup de gens qui mettent à jour dès le premier jour ou dès la première semaine pour avoir des fonctionnalités avec la caméra ou autre. Et du coup, on n'a pas vraiment de problème pour que nos employés mettent à jour leur Mac. Parce que vous êtes une société tech. C'est normal, vous avez des gens qui ont une appétence pour ça. J'ai de la chance. Je le dis, j'ai de la chance. Et ils savent se débrouiller aussi d'une certaine manière. Justement, j'ai un contre-exemple, donc c'est pour toi, Mathieu. Donc, j'ai compris que dans une récente étude de Jamf, que vous avez montré que certaines organisations laissent des appareils critiques non corrigés. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est malheureux, mais effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui, effectivement, sciemment ne mettent pas à jour leur poste de travail, notamment leur Mac. Parfois, pour des raisons de compatibilité avec des outils métiers, soit via des éditeurs tiers, par exemple parler de Adobe. Avec la suite de créativité, il y a quelques années, ils sont passés du 32 bits à 64 bits et donc du coup, ont mis un peu sur le carreau les anciennes versions de macOS et ont forcé les utilisateurs à se mettre à jour. Et donc effectivement, il y a des entreprises qui se disent aussi, c'est pas grave, je reste sur la version de Ventura, Sequoia, Sonoma et macOS Tahoe qui vient de sortir, on verra plus tard. Donc ça, c'est effectivement une réalité dans les entreprises. Alors, si je comprends bien, il y a des entreprises qui vont laisser, alors moi c'est le mot critique qui m'inquiète, mais qui vont laisser des appareils critiques non mis à jour parce que si on le met à jour, finalement ils seront plus compatibles avec d'autres outils. Là, tu donnais Adobe, c'est ça. C'est pas propre au monde Apple, ça peut être aussi dans le monde Windows, parce que les banques qui se disent je vais tirer jusqu'au bout le contrat de licence avec Microsoft jusqu'à ce que Windows ne soit plus patché en version 7 ou version XP même, ça existe dans d'autres écosystèmes, pas spécifiques à Apple. Alors du coup, je pose la question, là je me tourne vers toi. Dans ce cadre-là, si une société se fait poutrer, voilà, et que la raison c'est parce qu'elle n'a pas mis sciemment et volontairement à jour ses outils, est-ce qu'elle est responsable de... Comment ça se passe ? Alors c'est un vaste sujet. Alors d'un point de vue cyber, d'un point de vue légal, alors je commence l'introduction en disant que je suis pas juriste, mais il y a une vraie différence. J'ai la chance d'aller régulièrement aux US et il y a une vraie différence dans l'implication légale d'un responsable d'un RSSI, d'un CISO en anglais, des responsables de la sécurité des systèmes d'information. Les US ont un côté beaucoup plus agressif sur ce sujet-là, c'est-à-dire que votre société se fait hacker, vous étiez responsable, c'est un peu dans le titre du boulot, de la sécurité de votre système d'info. Vous avez failli à votre mission, votre responsabilité légale est engagée. Et il y a des précédents sur certains responsables qui se sont fait hacker.
Chez nous, on est encore un peu plus timide. Ça commence à venir tranquillement, petit à petit, au niveau européen. C'est des choses qui sont plus européennes que françaises, mais on commence un petit peu à mettre les responsabilités là où elles sont. Ceci étant dit, effectivement, on est responsable, on gagne tous plein d'argent parce qu'on est responsable, et donc effectivement, il y a les responsabilités qui vont avec. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que la réalité, c'est que tu parlais tout à l'heure des entreprises qui laissent filer, entre guillemets, certaines mises à jour pour des raisons de compatibilité. La réalité, c'est qu'une entreprise, j'ai besoin de gagner de l'argent. Donc, si je mets à jour la dernière version pour avoir les dernières fonctionnalités de la caméra, dont en vrai, je m'en fiche un peu, mais que mon appareil industriel ne fonctionne plus, que je peux plus faire la maintenance, ça va me coûter de l'argent. Juste parce que je peux faire des coucous à la caméra. Ça m'intéresse pas au niveau business. Et moi, personnellement, la cyber, en tant que chef d'entreprise, c'est un de mes problèmes parmi 12 milliards de problèmes que j'ai toute la journée. Et donc, je fais pas la mise à jour, parce que si je fais la mise à jour, je vais avoir un nouveau problème. Et j'en ai déjà plein à régler. Et donc, il y a un moment donné, c'est à nous aussi, au niveau cybersécurité, de donner les moyens aux chefs d'entreprise de faire leur boulot. Et c'est là où on a toujours tendance, dans le milieu de la cybersécurité, à se dire « oui, mais les utilisateurs, ils font pas ci, ils font pas ça, ils font pas machin, ils font pas truc ». Mais la réalité, c'est nous qui faisons mal notre boulot et qui ne mettons pas les outils à destination. Et c'est là où il y a un changement de paradigme à faire, c'est de se dire pourquoi il y a ce problème-là, pourquoi ils laissent filer les différentes versions. Parce que parfois, dans les très grandes organisations, notamment étatiques, dans le secteur public, vous avez 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 devices que vous devez tout mettre à jour. Mais ça vous prend des mois et des mois, c'est extrêmement compliqué. Opérationnellement, ça va avoir des répercussions. Le niveau de support qui est derrière, il est fou. Et donc, c'est de se dire comment on donne les clés à ces grosses entités, à l'échelle, de pouvoir passer en fait sur les autres versions. Et c'est là où, dans des environnements multiples, avec plein de logiciels, c'est extrêmement difficile en réalité. Donc, que la responsabilité du RSSI, du CISO soit engagée, oui, très bien, mais la réalité, c'est que mettre tout ça en place et avoir une sécurité 100% infaillible, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, et encore plus quand on est dans une très grande entité comme on peut en avoir. Quand je parlais de compatibilité, je pense aussi aux solutions de cybersécurité ou aux solutions de gestion. Souvent, Apple, c'est un peu vu comme le caillou dans la chaussure. Alors, Conto est une exception, presque, mais Apple est minoritaire par rapport à l'ensemble des appareils. Ça, c'est la réalité aujourd'hui économique, même si Apple progresse dans l'entreprise. Et le problème, c'est que du coup, les approches cyber d'Apple considèrent l'écosystème Apple comme donc minoritaire et donc non prioritaire par rapport à l'ensemble des postes de travail ou des appareils qui sont présents dans l'organisation. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on milite maintenant depuis 12 ans chez Jamf, avec nous ce qu'on appelle le support au premier jour. Donc en fait, toutes nos solutions de gestion, de sécurité, d'identité sont toutes mises à jour dès lors qu'Apple publie des versions bêta publiques ou privées même d'ailleurs, de leurs OS. Et donc, dès qu'un nouvel OS sort, par exemple macOS Taoe là, en 2025-2026, macOS 26, l'administrateur peut se dire ok, je gère mes appareils, mon MDM, ma solution de sécurité d'EDR, ma solution de Mobile Threat Defense, elle fonctionne dès le premier jour, et donc au moins ça, c'est réglé. Et ensuite, je m'occupe de mes applications de métier et je les gère à la marge. Et donc au moins, je peux mettre en place une politique de patching dès le premier jour. Ok. Alors justement, par rapport à Apple, c'est un environnement qui est fermé, notamment par rapport à Microsoft et à Android. Quels sont les avantages, quels sont les désavantages, et surtout d'un point de vue de la sécurité? Il y a une chose qui a changé quand même, je pense que depuis qu'on utilise des applications sur les appareils qu'on utilise pour travailler, c'est que beaucoup d'outils maintenant sont des outils web. Et je pense que, honnêtement, la plateforme n'est pas très importante. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de boulot maintenant qui se fait dans Chrome. Donc la sécurité de Chrome est devenue quasiment aussi importante que la sécurité des appareils. Et nous, on a fait le choix d'Apple, mais un PC bien sécurisé avec Chrome à jour et des bonnes politiques de sécurité, ou un Chromebook même dans certaines situations, ou des appareils comme ça fait très bien l'affaire. Et je suis pas sûr qu'il y ait des avantages ou des gros avantages, des inconvénients. Ce que je vois moi de côté Apple, sans toujours vouloir défendre Apple, c'est que leur framework de management, il est vraiment simple. Enfin, à partir du moment où on comprend comment marche un MDM,
Jamf, c'est un outil qui est à la fois puissant mais simple à utiliser. À partir du moment où on comprend toute l'implication d'envoyer des profils de configuration, de pouvoir faire des mises à jour du parc entier en poussant sur un bouton et que c'est pushé comme une notification sur les appareils. En fait, ça rend les choses plus efficaces, plus simples. Mais je suis persuadé qu'avec une bonne équipe et des bonnes méthodes, qu'on ait du Android ou du PC ou autre, ou du Chromebook, comme je disais, je pense pas que ça fasse une grande différence. Après, je suis pas non plus un énorme expert en sécurité. Je suis sûr que t'as je suis obligé de me mettre en porte-à-faux par rapport à ça, parce que en gros, l'ordinateur, le terminal qu'on va avoir, que ce soit un ordinateur, un téléphone, quel que soit le système d'exploitation qu'on va avoir dessus, il va quand même contenir la donnée, mine de rien. Il va contenir énormément de données métiers. Il va contenir différents capteurs, que ce soit la caméra, que ce soit un micro. Il va vous suivre, il va y avoir la localisation potentiellement parfois. Et donc, la sécurité du terminal, elle est extrêmement importante parce que très souvent, par exemple, on va parler de messagerie sécurisée, chiffrée de bout en bout. Mais la réalité, c'est que dans les bouts, c'est pas chiffré à l'intérieur dans la manière de stocker. Donc la sécurité du terminal, elle est super importante. Par contre, ce qui est vrai, et là où je suis d'accord, c'est que il n'y a pas une techno qui fédère tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin d'un Mac. Parfois, un bon Chromebook en fonction de l'utilisation, dans des écoles par exemple, pour les enfants, c'est super, ça marche super. Et la techno, elle doit s'adapter au cas d'usage. Il n'y a pas une techno qui fédère tout le monde. Pour la sécurité, le fait que ce soit fermé, c'est un problème évident et c'est connu et reconnu. On a une meilleure sécurité quand on peut accéder au code, quand on peut mettre les mains dedans. Et ça, c'est quelque chose qui est un problème et qui est un frein. L'écosystème fermé d'Apple est un problème en termes de cybersécurité, puisque effectivement, ça met tout de suite un frein assez idiot, mais c'est-à-dire que pour faire de la recherche sur l'iPhone, il faut un Mac et il faut un iPhone. Et ça coûte cher. Et tout le monde n'a pas cet argent-là. Tous les chercheurs en cybersécurité n'ont pas forcément cet argent-là. Et tout ça, effectivement, ne draine pas, ne pousse pas vers une sécurité plus large. On a toujours tendance à dire que c'est dans la transparence qu'on a une meilleure sécurité. Et aujourd'hui, on sait que la sécurité par l'obscurité, ça marche pas bien. Mais voilà, globalement, c'est un peu une guerre des chapelles. L'idée initiale d'Android, c'est que tout le monde peut être développeur. Tout le monde peut publier une application sur le Play Store. C'est vraiment ça la philosophie derrière. La philosophie d'Apple, ça a été que c'est un peu réservé à ceux qui peuvent s'acheter le matériel, qui peuvent s'acheter un iPhone et qui peuvent développer dessus. Alors, ça a changé, ça bouge un petit peu, mais globalement, ça fait qu'on a quand même deux philosophies qui sont bien distinctes. Et effectivement, aujourd'hui, oui, le fait que ce soit fermé, ça n'aide pas la cybersécurité. C'est plutôt le contraire. On parlait d'avantages et de limites, mais est-ce que pour toi, l'enclave sécurisée dans un Mac, est-ce que c'est pas un avantage par rapport à d'autres En fait, je connais pas vraiment les équivalents côté PC avec Windows. Je sais pas si Lenovo fait ce genre de choses. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose de puissant. Sur PC, je sais pas, mais sur Android, tu as par exemple des enclaves dédiées. Sur Android, oui. En fait, la question, elle est de dire quels sont les constructeurs qui arrivent à maîtriser l'OS et le hardware assez simplement. C'est ma question. Et en fait, c'est un peu le move qu'a fait Google avec le Pixel. La réalité, c'était d'être en capacité de maîtriser les deux pour donner un peu l'état de l'art. Et oui, tu as des constructeurs qui arrivent à maîtriser les deux. Apple est un bon exemple parce qu'ils ont tout. Ils ont réussi à maîtriser l'OS. En tout cas, ils ont bloqué l'écosystème de cette façon-là. Mais tu as quand même des équivalences ailleurs. Okay. Vas-y, Mathieu. Ouais, je voulais peut-être militer pour Apple dans les entreprises, sans forcément mettre en avant Apple en particulier, mais je pense au RSSI, aux CISO qui nous écoutent. Ne pensez pas que vous ne pouvez, parce que c'est un peu votre caillou dans la chaussure, et allez plutôt regarder ce qui se passe. Le diable se cache dans les détails. Allez regarder l'OS d'Apple. Ne pensez pas qu'une solution
tout en un de sécurité ou tout en un de gestion qui va couvrir de la même manière mon PC, mon Android, mon iPhone, mon Mac, mon Linux, va vous permettre d'avoir ce niveau de granularité, ce niveau de détail. Et je pense par exemple à des mécanismes, on parlait tout à l'heure de ce qu'on appelle les diagnostics systèmes, les 6 diagnoses qui sont spécifiques à l'iPhone, d'aller mettre en place de la télémétrie, récupérer des logs et savoir aussi interpréter ces logs dans des solutions comme par exemple du SIEM, d'avoir voilà, une culture de comment fonctionne un appareil Apple. Finalement, on n'est pas très loin des mécanismes qu'on retrouve sur Unix, parce que c'est à l'origine macOS a été développé sur une base de BSD. Donc on est sur un mécanisme qui est assez standardisé et qu'une équipe de cybersécurité pourrait comprendre. Mais aujourd'hui, voilà, ça fait un peu peur, l'écosystème Apple. Et pour autant, je pense que les entreprises devraient adopter cette culture. Alors justement, le fait que Apple maîtrise sa chaîne de valeur et notamment y compris le silicium pour ses propres puces, est-ce que c'est un gage de sécurité? Est-ce que c'est un avantage d'avoir la main dessus? Moi, je dirais que c'est un avantage de performance, c'est sûr. Ça marche bien. Mais niveau sécurité, on en parlait à l'instant, j'avais parti du principe que d'avoir quelque chose intégré que tu peux prendre pour de l'obfuscation, finalement, ça a du sens de maîtriser d'un bout à l'autre. Par exemple, d'avoir le Touch ID où on stocke pas d'empreinte, on stocke juste le fait que l'empreinte soit valide ou pas. Ça peut dire qu'on garde aussi qui garde la vie privée. Ça me paraît effectivement quelque chose qui a beaucoup de valeur. Niveau sécurité, j'aurais tendance à dire oui, mais je suis peut-être pas aussi calé. Je pense que je te rejoins, c'est que ça a un avantage dans le sens où le logiciel et le matériel peuvent échanger de manière comment dire, optimale. Les équipes en fait, les équipes qui font le matériel et le logiciel peuvent se parler puisqu'elles travaillent dans la même société. Donc effectivement, en termes de développement logiciel, en termes de développement du produit, ça a un vrai sens. En termes de business, ça a un vrai sens. Ça vient avec aussi plein de désavantages parce qu'il faut aussi maîtriser la chaîne logistique, il faut maîtriser énormément de choses. C'est des métiers qui sont extrêmement différents. Est-ce que ça fait que la sécurité est meilleure? Vaste sujet en réalité, parce que les problèmes que vont avoir Apple et les équipes hardware de chez Apple, les équipes hardware de d'autres constructeurs les ont également. La réalité, c'est qu'ils font le même métier que les autres. Donc il n'y a pas un avantage, un inconvénient. Il y a des avantages niveau produit, il y a des avantages en termes de développement du produit. Mais est-ce que ça fait que l'Apple soit plus sécurisé? Je suis pas convaincu. Ils ont les mêmes problèmes que tout le monde. Oui, la puce Apple Silicon a introduit beaucoup de nouveautés en matière de sécurité. Donc, on parlait de l'enclave sécurisée. On peut aussi citer les nouveautés qui sont arrivées en 2025, 2026 avec les iPhones, donc les puces A19, A19 Pro et les puces M5 qui sont arrivées dans les Mac, les iPads et les Apple Vision Pro en 2025. Par exemple, une des nouveautés, c'est ce qu'on appelle le Memory Integrity Enforcement, qui permet en fait de s'assurer qu'il n'y ait pas d'exécution de code arbitraire au niveau de la mémoire. Et ça, c'est quelque chose qui était un problème lié aux puces, l'usage des puces précédentes, notamment avec les puces Intel, et qui était un problème. Donc, il y avait eu une conférence de Objective-C, que je citais, la fondation a fait une conférence sur ce sujet spécifiquement, démontrant que ça faisait plus de 10 ans que cette faille était exploitée pour l'usage de fameux zero day sur l'écosystème Apple. Donc ça, Apple a pris le pas, s'est dit ok, donc en fait on ne peut pas résoudre ça uniquement de manière logicielle, mais ça doit aussi être pris du côté hardware. Et donc grâce à cette adéquation entre le logiciel et le matériel, ils ont pu corriger cette faille-là. Et donc introduire des nouveautés en matière de sécurité. Xavier, tu parlais tout à l'heure à juste raison de la protection de l'intégrité du système, donc la fameuse SIP. C'est un autre bénéfice qui permet en fait d'éviter qu'un utilisateur malveillant ou un logiciel malveillant puisse altérer le noyau de macOS, et donc ce noyau est aujourd'hui protégé. Voilà, on a vu par exemple Apple qui met en avant les extensions de système par rapport aux extensions de noyaux. Le cas le plus connu, c'est la fameuse
CrowdStrike, le cauchemar CrowdStrike qui a eu lieu en été 2024 ou 2025, je sais plus. 2024. 2024, où en fait la moitié de la planète globalement a eu un problème lié aux fameuses extensions de noyaux côté Windows. Ça, dans le monde Apple, pour l'instant, on est globalement protégé contre ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est une chaîne en fait d'exemples qui montre cet avantage d'avoir cette intégration entre le logiciel et le matériel. Est-ce que ça veut dire que d'autres acteurs ne font pas la même chose? Pas forcément. Mais quand on achète un appareil Apple, ça fait partie du package. Ok. Alors, dernière question. Donc, j'ai cru comprendre qu'on avait le side loading qui va être imposé par le DMA, donc le Digital Market Act, qui est une réglementation au niveau européen et qui va ouvrir la possibilité d'installer des applications qui ne sont pas dans l'Apple Store. Donc, comment on arrive à concilier sécurité, contrôle centralisé et liberté des utilisateurs? Cette obligation peut-elle représenter un vrai risque? Puisque moi, je sais qu'à chaque fois que je discute avec un expert en cybersécurité, ce qu'on nous dit, c'est de ne pas télécharger d'applications qui n'ont pas été présentes sur l'Apple Store, parce que l'Apple Store, c'est aussi une garantie de sécurité de ces fameuses applications qui vont potentiellement télécharger des choses sur vos téléphones, voire vous voler des données. Donc, comment on arrive à concilier sécurité, contrôle? Voilà. Moi, ça m'inquiète un peu. Ouais. Effectivement, on recommande, nous, on laisserait pas s'exécuter des applications qui sont pas signées, notarisées, pour être sûr qu'elles viennent de quelque part. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que si on laisse faire ça, j'aurais un peu l'impression de revenir aux heures sombres d'Android où des applications pouvaient être téléchargées, voler des informations de carte bleue, et il y a beaucoup de gens qui en ont souffert parce que les applications avaient beaucoup de pouvoir et pouvaient... Heureusement, la situation va mieux, mais là, moi, je pense que j'en ai peur aussi parce que je suis un peu inquiet parce que je pense pas connaître suffisamment l'ampleur que peut prendre une application. Bon, après, il y a beaucoup de sandboxing et ça peut laisser les choses fonctionner correctement, mais je connais pas suffisamment le mécanisme dans un système tel que iOS ou macOS pour savoir si du sideloading pourrait faire en sorte que des vulnérabilités soient exploitées. Et Oh oui, elles peuvent tout faire. je pense aussi, Mais c'est déjà le cas en fait. C'est le DMA, il est rentré en application le 27 mars 2024. Ok. Et le 7 avril 2024, le premier App Store alternatif a été publié. C'est le Alt Store, suivi de près par Epic Games, qui était en procès contre Apple et Google par rapport à Fortnite et à la manne financière que ça représente pour eux, suivi par d'autres fournisseurs, comme par exemple Setapp, qui fournit un store d'applications par abonnement sur Mac et sur iOS. En janvier 2026, Setapp a annoncé qu'ils fermaient leur store alternatif sur iOS. Alors moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que ça signifie qu'un acteur comme Setapp, qui a ouvert il y a moins d'un an un store sur iOS, décide un an plus tard de le fermer parce qu'ils disent que ça leur coûte trop cher à développer, parce qu'Apple prend malgré tout une petite commission vis-à-vis de ça, et en plus ils disent qu'ils n'ont pas assez d'utilisateurs. Moi, je pense que la plupart des utilisateurs, en fait, l'App Store, c'est devenu un réflexe. Ils y vont, ils installent des applications, puis c'est tellement simple. Il y a Apple Pay, tout est intégré. Il y a un système de validation des applications. Il y a un système de validation d'applications qui prend plusieurs jours. Et puis Apple aussi fait régulièrement du nettoyage de son store. Donc moi je pense que cette problématique, elle s'adresse. Je veux pas minimiser le problème parce que c'est un vrai problème pour les utilisateurs. Mais j'ai l'impression que pour la plupart des utilisateurs, c'est vraiment une niche en termes d'usage. C'est à la marge. C'est à la marge. Ouais. C'est à la marche, mais c'est le départ. Il y a une question de fond quand même qui existe, qui est de fait de dire pourquoi ça a été introduit tout ça. Parce que on peut pas se réjouir d'une position dominante sur un OS comme ça de la part d'Apple et du racket, parce qu'il faut dire ce qui est. Tout ça a commencé justement avec Epic Games et Fortnite et les commissions astronomiques prises par Apple sur les différentes transactions. Donc on peut pas se réjouir du fait que les gens utilisent que l'App Store et que le système soit tellement fermé. Encore une fois, en tant qu'hacker, on vient, et si on regarde encore l'histoire d'Internet, on regarde l'histoire des OS, c'est censé être des mondes ouverts, tout ça. Et là, on est dans l'antithèse de la chose, avec des choses qui sont très fermées pour du business. Et je comprends l'idée derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les usages, c'est extrêmement répandu de télécharger à partir de stores alternatifs sur iOS? La réponse est effectivement non. Est-ce que ça veut dire que ce sera toujours le cas? Non plus, pas forcément. Ça peut prendre et ça va prendre forcément dans une certaine mesure. C'est
effectivement une menace en termes de cybersécurité. Plus que la réalité, c'est que si on a un store alternatif avec des mesures, des validations qui sont un peu plus light ou un peu plus permissives, bah, potentiellement on va avoir des choses un peu folkloriques sur le terminal. Et ça c'est un souci. Ça ne veut pas dire que actuellement sur l'App Store ce soit nickel, que toutes les applications soient cachères. C'est pas vrai non plus. Il y a des choses qui passent et tout n'est pas carré. Mais il y a une validation qui est faite. Ça c'est sûr et certain. Il y a une expérience sur le sujet. Aujourd'hui, sideloader des applications, oui, quand on a vocation à le déployer au sein d'une entreprise, c'est peut-être pas une bonne idée d'autoriser les employés, les collaborateurs à faire ça. Surtout qu'il y a des solutions de MDM comme Jamf qui permettent de pousser des applications qui sont développées par l'entreprise pour les besoins des terminaux de l'entreprise. Globalement, c'est jamais une bonne. Globalement, quand on a des terminals qui sont déployés au sein d'une entreprise, quel que soit l'OS, c'est rarement une bonne idée de laisser les employés, les collaborateurs installer leurs propres applications. Vaut mieux effectivement pousser un set d'applications qu'on a validées au préalable, qui sont utiles pour le boulot, et comme c'est un téléphone de boulot, ça tombe bien. Moi, ce qui m'embêterait, ce serait qu'un utilisateur installe une application alternative, sur un store sideload une application alternative qui ressemble à une application officielle, mais que ça soit une application malveillante qui, du coup, fasse des dégâts. Bon, j'ai une bonne nouvelle. 27 mars 2024, sortie du DMA, mise en application par Apple, mais aussi mise en application par Jamf. On a publié la clé qui permet d'interdire pour tous nos clients Jamf l'installation de stores alternatifs. Et la première cible de cette clé, c'est pas les entreprises, c'est l'éducation, parce qu'il y a plein d'iPads dans les écoles, et forcément les élèves, la première chose qu'ils font, c'est aller sur Safari, installer Epic Game Store et jouer à Fortnite. Donc tous les responsables informatiques et RSSI des écoles ont ajouté cette petite clé et c'est bloqué. Mais pour le grand public, effectivement, c'est une clé qui n'existe pas. Bon. On arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu à mes questions. Je trouvais ça vraiment intéressant, surtout qu'on se pose toujours la question, je vous l'ai dit, même cet après-midi, j'avais quelqu'un qui me disait alors qu'est-ce qui est le plus sécurisé entre les deux. Donc vraiment merci également au public qui nous suit. Donc aujourd'hui on est en partenariat avec Jamf. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire. Dites-nous ce que vous avez appris justement des différents échanges. Est-ce que vous étiez au courant de tout ce qui a été dit? Et puis surtout je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Risque Intel Média.